Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La BCEAO célèbre ses 60 ans à Dakar, au Sénégal. Une cérémonie marquée par un symposium ce jeudi sur les banques centrales. Le but est de donner à l'institution des rudiments nécessaires pour faire face aux défis sanitaires, climatiques et sécuritaires. Le vice-président ivoirien Temoko Meliette Kone y prend part. L'État de Côte d'Ivoire durcit les peines contre la cybercriminalité. Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles viennent d'adopter un projet de loi. Celui-ci fixe de nouveaux délais pour les peines d'emprisonnement et de nouveaux montants pour les peines pécuniaires. La Côte d'Ivoire vient d'acquérir un nouveau patrouilleur de haute mer. Il porte le nom du contre-amiral Lamine Fatiga, premier officier ivoirien de la Marine nationale. Le navire a été baptisé aujourd'hui à la base navale annexe au plateau, en présence de plusieurs personnalités, dont les ministres d'État Téné Birahima Ouattara et Kandia Camara. L'année 2022 tire à sa fin. Pour les fêtes de Nouvel An, l'armée renforce son dispositif sécuritaire. L'opération Épervier 8 vient d'être lancée dans la commune du Plateau. 3600 forces de l'ordre issues de la police, de la gendarmerie et des forces armées seront déployées sur l'ensemble du territoire. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La BCEAO célèbre ses 60 ans. C'est dans la capitale sénégalaise, Dakar. Une cérémonie marquée par un symposium ce jeudi sur les banques centrales dans un monde en mutation. Le but est de donner à l'institution les rudiments nécessaires pour faire face aux défis majeurs tels que les défis sanitaires, climatiques et sécuritaires. Le vice-président ivoirien Temoko Meliette Kone y participe et la RTI est présente à Dakar avec ses envoyés spéciaux Adama Kone et Ulrich Adongo. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a 60 ans. Elle marque l'événement par un symposium à Dakar dans un contexte particulier. Aucune analyse n'avait prédit l'apparition de la pandémie de Covid-19 avec ses effets négatifs sur l'économie mondiale, ni le conflit entre la Russie et l'Ukraine, dont nous subissons aujourd'hui les conséquences. De même, personne n'avait anticipé l'ampleur de la crise sécuritaire que connaît notre sous-région depuis quelques années. Le vice-président ivoirien, à l'ouverture de cette rencontre scientifique de banquiers, invite les participants à considérer le parcours de la Côte d'Ivoire. Un exemple qui pourrait servir à codifier la démarche à suivre face aux défis. Avant la pandémie de la Covid-19, la Côte d'Ivoire avait connu 8 années de croissance robuste et continue de plus de 7% par an. Ces performances ont eu pour effet une hausse de plus de 40% du revenu par habitant entre 2012 et 2019. Si la détérioration de la conjoncture économique mondiale liée à la crise sanitaire et aux tensions géopolitiques a affecté négativement cette dynamique, l'économie ivoirienne a fait preuve de résilience en renouant dès 2021 avec son trend de croissance. En dépit de ces contraintes, le gouvernement met tout en œuvre pour maintenir un taux de croissance compatible avec les exigences d'un développement inclusif. Cette ambition au service d'un processus de développement inclusif est placée au cœur du Plan national de développement 2021-2025. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, comme pour la Côte d'Ivoire, l'objectif de parvenir à une transformation structurelle de l'économie est un enjeu stratégique de promotion du développement qui demeure une constante préoccupation de tous les pays membres de l'UEMOA. À cela, il faut ajouter l'importance du financement de l'économie. Et le Premier ministre sénégalais, représentant le président Macky Sall, de lancer un appel. Je voudrais partager quelques axes de réflexion en vue de favoriser un meilleur financement adéquat de nos économies et renforcer la crédibilité de notre monnaie commune. Premièrement, le renforcement de la coordination entre les politiques budgétaires et la politique monétaire commune. Deuxièmement, face aux défis du changement climatique, la Banque centrale pourrait également contribuer à mieux identifier les risques financiers liés au climat sur le marché. Enfin,
La diversification des sources de financement des économies constitue une piste à explorer. Dans ce cadre, la finance islamique offre des opportunités importantes pour répondre aux besoins de financement des États. Le symposium du soixantenaire précède la cérémonie officielle d'installation du gouverneur Jean-Claude Brou. Il devra être soutenu dans ses fonctions. Son prédécesseur y tient et demande aux banquiers centraux de lui ouvrir leurs portes. Je voudrais aussi le dire et prier les gouverneurs de banque centrale ici présents de l'accueillir chaleureusement dans ce club très élitiste et de le soutenir dans ses missions avec tout le brio et toute la confiance qui règne dans cette enceinte. La BCEAO, institution d'émission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, regroupe 8 pays avec en commun une monnaie, le CFA, le franc de la communauté financière d'Afrique. Et l'État de Côte d'Ivoire durcit les peines contre la cybercriminalité. Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles viennent d'adopter un projet de loi. Celui-ci fixe de nouveaux délais pour les peines d'emprisonnement et de nouveaux montants pour les peines pécuniaires. Le texte a été présenté par le ministre Amadou Coulibaly. Reportage signé pour vous, Moussa Konati. La Côte d'Ivoire veut renforcer son arsenal juridique dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Le projet de loi de 2013 relatif à la lutte contre la cybercriminalité connaît donc des modifications. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique explique les raisons aux députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Le dispositif répressif actuel comporte des peines privatives de liberté et des peines d'amende qui se révèlent aujourd'hui peu dissuasives eu égard à la criminalité cybernétique qui persiste et devient multiforme. En vue d'un durcissement conséquent de la répression des actes de plus en plus nombreux de cybercriminalité, facilités par les nouveaux médias sociaux, il est nécessaire de réviser opportunément le quantum des peines présentement encourues par les autres infractions. Durcit donc les peines d'emprisonnement et pécuniaires en vue de freiner tout acte illicite sur Internet. C'est l'objectif de ce projet de loi modificatif. Ce qui peut être puni dans le réel peut l'être dans le virtuel, doit l'être dans le virtuel, et que le virtuel n'est pas un endroit où il n'y a pas de texte, où il n'y a pas de loi. Voilà le sens du durcissement de ce texte, de ce doublement du quantum des peines en ce qui concerne les actes de cybercriminalité. Le projet de loi modifiant la loi 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité a été adopté à l'unanimité. Le dispositif sécuritaire de la Marine nationale se renforce. La Côte d'Ivoire vient d'acquérir un nouveau patrouilleur de haute mer de type P400. Il porte le nom du contre-amiral Lamine Fatiga, premier officier ivoirien de la Marine nationale. Le navire a été baptisé aujourd'hui même à la base navale annexe du plateau et c'était en présence de plusieurs personnalités, dont les ministres d'État Téné Birahima Ouattara et Kandia Camara, qui saluent un grand pas dans la marche de la Marine nationale. P400. Ce patrouilleur de haute mer appartient désormais à la flotte navale ivoirienne. À ce geste, la ministre d'État, Kandia Camara, avec l'appui du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, baptise le navire. Une bouteille de champagne qui explose sur le côté du bateau est une vieille tradition qui conjure le mauvais sort, donc protège l'embarcation et son équipage. Mais bien avant, le P400 a été présenté par le vice-amiral Célestin Nguessan Kwame, chef d'état-major de la Marine nationale. Dans une poursuite plus globale, prenant en compte la lutte anti-sous-marine, contre toutes les menaces qui pourraient mettre à mal les fondamentaux de la nation ivoirienne. L'entrée en service actif de ce patrouilleur de haute mer, accueilli ici même le 6 octobre dernier, apportera une valeur ajoutée à cette lutte grâce à sa large autonomie d'au moins 16 jours et un rayon d'action d'environ 8000 km.
Ce patrouilleur est baptisé contre-amiral Fatika. C'est un honneur au contre-amiral Lamine Fatika, premier officier ivoirien de la Marine nationale. Au nom de cet homme d'État émérite, sa fille a exprimé sa reconnaissance. Symbole de gratitude également pour l'équipage qui a mené avec professionnalisme le bateau à bon port. Tous les 25 membres ont reçu une distinction dans l'ordre du mérite maritime. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le ministre d'État, ministre de la Défense, ont relevé les efforts consentis par le président de la République, Alassane Ouattara, pour une bonne image de l'armée dans son ensemble. Je voudrais me tourner à présent vers l'équipage du patrouilleur contre-amiral Fatika. À force de courage, de persévérance et de dextérité, vous avez réussi à ramener ce bateau-navire de Concarneau en passant par Brest, Casablanca et Dakar. Et ce bateau est ici aujourd'hui. Pour y arriver, vous avez dû braver des eaux tumultueuses. Félicitations à vous tous. Long de 54,8 mètres pour 8 mètres de large, avec un déplacement de 480 tonnes en charge, le P400 est le fleuron de la flotte navale de l'armée. Il vient compléter à 5 la dotation ivoirienne en navires de surveillance et de défense. Voilà, l'environnement sécuritaire rassure davantage dans notre pays. L'année 2022 tire à sa fin et pour les fêtes de Nouvel An, l'armée renforce son dispositif sécuritaire. L'opération Épervier 8 vient d'être lancée justement et c'était dans la commune du Plateau. 3600 forces de l'ordre issues de la police nationale, de la gendarmerie et des forces armées seront déployées sur l'ensemble du territoire, bien sûr pour assurer la sécurisation des biens et des personnes. On retrouve Walter Madou Ouattara. Cet espace, connu sous l'appellation Sorbonne, dans la commune du Plateau, abrite la cérémonie de lancement de l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année. Il s'agit de l'Épervier 8. À partir de cet instant, l'opération est active et se tient de façon synchronique sur l'ensemble du territoire national. Ce, jusqu'aux vacances scolaires prochaines. Cadre de la lutte contre la grande criminalité sur l'ensemble du territoire national. Faut-il le rappeler, les défis sécuritaires demeurent immenses, avec les menaces terroristes à nos frontières. Ainsi, l'opération Épervier est une occasion pour les forces de défense et de sécurité de planifier, de coordonner et de conduire en parfaite synergie des stratégies de prévention et de répression de la grande criminalité. 3600 agents issus de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire sont mobilisés pour assurer le succès de l'Épervier 8, ce qui rassure visiblement les citoyens. C'est une bonne initiative. Si ça peut continuer, c'est bon. Ça va sécuriser et nous-mêmes et nos biens. Un mois, on a eu l'impression de ne pas être en sécurité en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. On dit bon, ça a amélioré un peu. Il faut qu'on va librement à nos occupations. Pour Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les opérations Épervier constituent des stratégies conjointes et efficaces de lutte contre la criminalité. Elles s'inscrivent dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui souhaite que chaque jour, la quiétude des populations soit parfaitement renforcée. Je voudrais simplement rappeler qu'au sortir de la crise post-électorale, l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire
qui oscillait autour de 4 à 5 sur l'échelle que vous connaissez, aujourd'hui est à 1,2, l'un des meilleurs indices au monde. Nous sommes là pour vous, chère population. Mais aussi, nous veillons sur votre sécurité. À ce titre, votre collaboration est importante. Dès que vous voyez quelque chose d'inhabituel dans votre environnement, ayez le réflexe de prévenir les forces de défense et de sécurité. C'est là votre contribution. À la fin de ce lancement a été présenté un échantillon des résultats des actions de vacances sécurisées 7 lancées à Port-Boué. Nous allons vous annoncer... C'est la veille sanitaire en cette période de fin d'année. Les éleveurs et consommateurs de produits d'élevage sont donc sensibilisés. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et le ministère des Ressources animales et halieutiques ont donné le top départ de la journée nationale de renforcement de la veille sanitaire et de sensibilisation des consommateurs et des éleveurs. C'était à Bingerville. Notez que l'activité intervient dans le cadre de la journée mondiale de résistance antimicrobienne et dont l'objectif est de protéger le consommateur, les consommateurs que vous êtes en cette période de forte consommation, en cette fin d'année, nous dit Jean-Luc Gambo. 600 millions d'individus dans le monde, soit une personne sur 10, tombent malades après avoir ingéré des aliments contaminés, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Chaque année, ce sont plus de 400 000 personnes qui décèdent à cause des maladies d'origine alimentaire. Et les périodes de forte consommation, comme les fins d'année, sont les moments propices à la prolifération de ces maladies. Le renforcement de la surveillance sanitaire au cours de cette période est plus qu'une nécessité. Pendant cette période de fête de fin d'année, les consommateurs vont manger beaucoup plus de protéines, notamment la viande, le poisson, le poulet. Ça veut dire que si ces denrées-là sont contaminées, ils peuvent être exposés au risque. Donc c'est une période à risque. Alors il faut donc renforcer la surveillance de ces produits-là. À la faveur de la Journée mondiale de la résistance antimicrobienne et à quelques semaines des fêtes de fin d'année, c'est le ministre des Ressources animales et halieutiques lui-même qui est venu tirer la sonnette d'alarme et lancer la sensibilisation. Pour ce qui concerne les consommateurs, je vous exhorte à ne pas acheter la volaille en bordure de route, à acheter la viande sur laquelle est apposée une estampille, c'est-à-dire un cachet alimentaire, et à vérifier les dates de péremption des aliments. Pour ce qui concerne les éleveurs, je vous encourage à consulter régulièrement votre vétérinaire conseil. Pour les transformateurs, je vous invite à abattre vos animaux dans des abattoirs agréés et surtout à respecter les bonnes pratiques d'hygiène. Cette sensibilisation à la veille sanitaire s'est faite avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. En 2021, cette opération avait permis notamment de lutter contre les abattages clandestins, la vente illicite de volailles vivantes ou encore la vente des médicaments frauduleux. Voilà, reportage réalisé pour vous par Jean-Louis Gbangbo. La deuxième édition des journées de la fonction publique aura lieu du 28 novembre au 1er décembre prochain. Mais avant ces journées, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, était face à la presse nationale et internationale. Notez que le thème de ces journées est donc dédié ainsi: administration publique, quel événement faire, comment faire pour pouvoir avoir une administration de qualité, nous rapporte Grace Kando. C'est parti pour la deuxième édition des journées de la fonction publique. Elles se tiendront du 28 novembre au 1er décembre. La ministre de la fonction publique situe les enjeux de ces journées au cours d'une rencontre avec la presse. La célébration de la deuxième édition intervient dans un contexte particulier, marqué par la signature de l'accord portant trêve sociale et les décisions historiques du président de la République en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Les journées de la fonction publique visent à célébrer et à promouvoir l'engagement des fonctionnaires et agents de l'État dans la transformation qualitative de l'administration publique ivoirienne. Cette deuxième édition offrira une double opportunité aux fonctionnaires.
rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'administration, et affirmer clairement leur engagement dans la transformation qualitative de notre administration publique. Plusieurs temps forts vont meubler ces journées de la fonction publique. Entre autres, une conférence inaugurale qui sera prononcée par le Premier ministre autour du thème « Fonctionnaires et agents de l'État engagés pour la transformation qualitative de l'administration ». Également au menu, des panels et des ateliers cliniques et des cérémonies éclatées de décoration. L'actualité nationale est dominée par la révision de la liste électorale. L'opération de révision de la liste a démarré, je rappelle, le 19 novembre dernier sur toute l'étendue du territoire. Et bien, pour optimiser l'enrôlement, la CEI rencontre les populations pour des séances de sensibilisation. Le premier vice-président a rencontré les guides religieux, leaders politiques et leaders de jeunesse de la commune d'Agamé. Logoreti Jamagagi. La commission électorale indépendante au contact des populations pour sensibiliser sur la révision de la liste électorale. Le premier vice-président de l'institution a rencontré guides religieux, leaders politiques et responsables de jeunesse d'Agamé. Tout processus électoral commence toujours par la liste électorale. Sans liste électorale, pas d'élection. Donc nous sommes venus demander aux populations, avec à sa tête son maire, d'aller faire passer le message auprès des jeunes et des anciens qui ne sont pas encore sur la liste pour qu'ils aillent massivement s'inscrire sur la liste électorale. Ils sont sensibilisés sur l'enrôlement sur la liste électorale et devront à leur tour relayer le message dans leur communauté. Le premier magistrat de la commune, Soumaoro Farikou, a exprimé son engagement à accompagner l'opération. Je suis accompagné des leaders des autres partis politiques, frères et sœurs de la commune. Nous avons bien saisi le message de la CEI et nous allons nous déporter dans nos différents quartiers pour sensibiliser la population pour qu'elle aille se faire recenser. L'occasion est trouvée aussi pour les populations de présenter leurs préoccupations et d'être éclairées par le vice-président et son équipe. L'opération de la révision de la liste électorale se tient sur 21 jours et prend fin le 10 décembre prochain. Au niveau du RHDP, on s'active pour la révision de la liste électorale. Le secrétariat du RHDP indique la feuille de route à ses superviseurs. Ces derniers sont déployés sur le terrain pour sensibiliser les militants et surtout les invités à s'inscrire massivement sur la liste électorale, nous rapporte Éric Gori. Le secrétariat exécutif du RHDP prépare la feuille de route des superviseurs. Ils seront sur le terrain pour accompagner la révision de la liste électorale de ce parti politique. Leurs tâches sont définies dans cette feuille de route. Pour qu'ils soient efficaces sur le terrain, Cissé Bakongo et ses hommes ne veulent rien lâcher. Ils suivent avec intérêt toutes les différentes étapes du processus. Ces superviseurs ont pour mission d'encadrer de façon efficace les secrétaires de section et les secrétaires départementaux. Voilà, et en Doussi, localité de la région de l'Agnemi Tiassa, le ministre Pierre Demba, superviseur régional du RHDP, multiplie les rencontres. Il a échangé avec les secrétaires départementaux du RHDP. Il invite ceux-ci à ratisser large le terrain. Le reportage est signé Abou Sanougou. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ungou Dimba, président du conseil régional de l'Agnemi-Tiassa, par ailleurs superviseur régional du RHDP de l'opération de révision du listing électoral en séance de travail avec les secrétaires départementaux. L'objectif de cette rencontre est de les amener à faire enrôler le plus grand nombre d'électeurs pour la réussite de l'opération de la révision de la liste électorale. Pierre Demba les a donc mis en mission en vue d'un quota conséquent d'enrôler par département de nombreux électeurs. La mission que nous avons, c'est vraiment d'aller partout, identifier nos frères et sœurs qui ont plus de 18 ans et qui ne sont pas sur la liste électorale, à l'effet donc de s'inscrire sur cette liste électorale
parce que ce soit pour l'année 2023, pour les élections locales, et 2025, nous, dans la Niébitiassa, nous voulons démontrer que nous avons désormais compris et que nous avons adhéré massivement au RHDP grâce au travail colossal qu'a le président Alassane Ouattara et son parti. Une enveloppe de 12 millions de francs CFA a été mise à la disposition des 11 secrétaires départementaux du RHDP que compte la région. Un appui qui va les aider à réussir l'inscription d'au moins 5 000 nouveaux électeurs dans l'Aniébitiassa. Notons que pour cette opération, la commission électorale indépendante ambitionne d'inscrire sur la liste électorale 5 millions de nouveaux électeurs. Et loin de la scène politique, plus de 500 enfants du secteur du Champro de la commune de Makori ont reçu des kits scolaires. Cette action est à mettre à l'actif de l'ex-footballeur international Abdoulaye Traoré dit Ben Badi. Et l'objectif est bien sûr de permettre aux élèves de faire de bonnes études. Traoré Salif dit Asalfo du groupe Magic System, parrain de cette cérémonie de remise de dons, traduit toute sa reconnaissance au donateur. Frédéric Olaï Issachonayeo. Quartier béni, commune de Makori. Plus de 500 enfants reçoivent des kits scolaires, des manuels scolaires composés des cahiers, des livres et des cartables. Ces dons viennent soulager les élèves et parents du quartier. Bon, je remercie Papa Ben Badi d'avoir distribué ces cadeaux. Nous allons faire bon usage. J'avais porté, j'avais écrit, j'avais même mon goûter dedans. Ces dons viennent à point nommé pour aider ces parents qui n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants. Pour le donateur, l'ex-international ivoirien Abdoulaye Traoré, dit Ben Bati, ce geste est un devoir de reconnaissance envers la population. Dans mon enfance, j'ai eu besoin des kits scolaires. En notre temps, nos parents le faisaient, mais bon, il est important aussi qu'on vienne leur offrir ça ici et leur dire aussi de travailler à l'école pour qu'on puisse faire davantage. L'initiative du champion d'Afrique 92 est saluée par ses pairs et l'artiste Traoré Salif dit Asalfo, parrain de cette action sociale. On n'a vu que des sourires aujourd'hui, on a vu des enfants heureux, très heureux. Et rendre un enfant heureux, ça n'a pas de prix. C'est un héritage que nous donnons à nos enfants parce que parmi ceux qui sont là ce matin, c'est un rêve un jour de pouvoir venir offrir aussi des kits scolaires dans leur quartier. Donc c'est non seulement une symbolique pour nous, mais c'est aussi un geste à louer. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter encore Abdoulaye pour cette initiative. Cette activité n'est pas la première du genre de l'ancien Goliador de la SEC Mimosa. Abdoulaye Traoré a posé plusieurs actions humanitaires au nombre desquels figurent en bonne place des projets d'entrepreneuriat pour les jeunes et des femmes. Voilà un geste de générosité qui devrait inspirer bien d'autres. Les acteurs de la filière des pains tissés plaident pour un passage intelligent de la production artisanale à la production industrielle. Notez que les acteurs de cette filière issus des pays de la sous-région, notamment du Niger, du Burkina Faso, veulent participer au rayonnement du pain tissé tout en espérant bien sûr faire de bonnes affaires. Tanguy. Exposition de savoir-faire, démonstration d'habileté, étalage de dextérité. Pour de nombreux acteurs de la filière coton, textile, habillement, le choix du coton est juste une question de bien-être. Il est préférable de porter une tenue d'un tissu de préférence en coton, parce que c'est plus sain et on se sent bien dedans. Ces acteurs du métier du coton veulent saisir l'occasion de la première édition du Salon international coton, textile, habillement d'Abidjan pour mettre en relief les potentiels de leur filière, que ce soit en termes économiques et de création d'emplois. Ce qui nous a motivés, d'abord, c'est de montrer les opportunités. Après les opportunités, de montrer comment valoriser. Après, dire quel est le problème qui se pose. Voici les défis, voici les opportunités. Qu'est-ce qu'il faut qu'on puisse vraiment trouver un lien entre tous ces éléments pour que cette filière, qui a beaucoup d'opportunités, puisse jouer effectivement son rôle dans la croissance de notre PIB. Durant 6 jours, les exposants, parmi lesquels des Ghanéens, des Nigériens et des Burkinabés, promettent de révéler les richesses que regorge leur filière tout en espérant faire de bonnes affaires.
Et tout est bien qui finit bien. La paix triomphe à l'issue d'un accord, de l'accord issu donc au mini-sommet tenu à Luanda hier mercredi. Un accord a été trouvé pour un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la République démocratique du Congo, en proie depuis des années aux violences de groupes armés. L'accord pour la paix conclu entre la RDC et le Rwanda prendra effet dès demain vendredi à 18h. Les parties se sont également accordées pour exiger le retrait immédiat des rebelles du M23 des zones occupées. L'annonce a été faite par le ministre angolais des Affaires étrangères. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure sur ce même plateau.